Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre. Alors, ce coup-ci sur le tarot. Alors, j'adore, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce livre qui est, je trouve, très bien fait, très bien expliqué. Il s'agit du livre Ombre et lumière du tarot de Carole Célio aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Alors, c'est un livre qui est assez dense, hein. C'est un livre de référence, hein. Je dirais que ça peut être votre livre de chevet si vous apprenez le tarot ou même pour les tarologues confirmés. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir voilà, d'avoir un point de vue différent d'un. Je sais pas si vous avez la mise au point. Oui, voilà. C'était flou. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de voir d'avoir une vision de chaque praticien. Comme je le dis d'ailleurs sur la présentation des livres astrologiques, ce sont des sciences anciennes. Hein, que ça soit la divination, que ça soit l'astrologie, c'est vrai que ce qui nous en vient maintenant, ça se fait au travers des écrits principalement et au travers des livres papier. Et en fait, chaque praticien a appris des fondamentaux qu'ils ont ensuite mis je dirais en pratique, hein, voilà, dans leur travail. Donc chaque fois qu'un praticien écrit un livre, c'est toujours à travers euh, ce qu'il a compris du tarot et sa pratique et de son expérience, vous voyez. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs auteurs dans sa bibliothèque. C'est pareil en astrologie. En plus, il existe différents types d'astrologie. Le tarot, c'est pareil, hein, entre le Rider-Waite et le Marseille, il y a quand même des différences, surtout en ce qui concerne les mineurs et aussi les majeurs pour la numérologie. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir voilà plusieurs références, hein, et plusieurs visions des auteurs. Et c'est vrai qu'en tarot, il y a plein de choses qui changent aussi. Mais enfin, voilà, le but n'est pas de faire de vous raconter l'histoire du tarot. Et voilà, donc ce livre est très très intéressant. Si vous cherchez un ouvrage de référence à avoir dans votre bibliothèque pour pouvoir y puiser euh, en profondeur, je dirais, c'est un livre qui vous permettra d'aller vraiment au fond des choses, surtout en ce qui concerne aussi l'imagerie du tarot. Je dirais que c'est une force qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment la présentation de l'imagerie du tarot et je trouve que c'est très bien expliqué. Alors, au départ, donc vous avez, je crois qu'il y a une préface d'ailleurs de Frédéric Lenoir, voilà, qui est bien sûr très connu, hein, Frédéric Lenoir, vous ne pouvez pas ne pas le connaître, hein, si vous vous intéressez à l'ésotérisme. Voilà, il est philosophe, sociologue et historien des religions, docteur et chercheur associé à l'école des hautes études des sciences sociales, écrivain, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages. Donc, il a préfacé l'ouvrage de Carole Célio et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, donc en introduction, ils font un parallèle bien sûr avec Jung et ils expliquent que finalement tout ce qui est science sciences ésotériques, hein, voilà tout ce qui est en lien avec le domaine de l'occulte. A beaucoup de succès actuellement. Déjà d'une part parce que certaines religions sont en perte de vitesse et puis on habite, on vit dans une société extrêmement matérialiste et donc finalement l'être humain a besoin de se rattacher à ses origines, d'où il vient et ce qui explique cette montée en puissance de l'intérêt pour les domaines de l'occulte et l'ésotérisme, bien sûr. Voilà. Donc je trouve que c'est bien expliqué. Donc il faut référence à Jung, bien sûr, qui c'était un psychanalyste qui était très ouvert au domaine de l'ésotérisme. C'est notamment lui qui a créé le mot archétype, si je ne m'abuse.
Voilà, donc là, vous avez, une introduction assez riche. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que l'auteur aussi, comment dire? Reste ouverte dans son approche des choses puisque, donc comme je le disais pour l'astrologie d'ailleurs, il existe, des approches de tarot, plus ou moins, différentes en fonction des tarologues et en fonction des époques aussi, puisque voilà, les choses ont été transmises de bouche à oreille, puis par écrit, mais chaque fois, il n'y a qu'une partie qui est restée, et une partie à travers le filtre de son auteur et de son, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, donc elle vous explique l'historique du tarot, justement, où on ne sait pas trop depuis quand, vraiment, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, hein, sur l'origine du tarot. Elle vous en parle. Bien sûr, elle parle aussi, elle fait un parallèle avec l'arbre séphirotique. Voilà, donc Jung dont je vous parlais. Voilà, les concepts jungiens, la psyché. Donc c'est intéressant puisqu'on nous parle aussi des synchronicités. Alors, les allégories. Alors les allégories, je dirais que c'est la base même du tarot. C'est-à-dire que, eh bien, chaque lame du tarot a, par son imagerie, des messages très riches à nous transmettre. Et c'est pas par hasard d'ailleurs si, de nombreux praticiens du tarot de Marseille n'utilisent que les 22 lames majeures. Il y a énormément de tarologues qui n'utilisent que les 22 lames majeures pour prédire, et parce qu'elles sont tellement riches en informations, à tous les niveaux, hein, aux différents degrés, que ça soit matériel, spirituel, etc. Vous voyez, c'est comme un livre ésotérique, on peut lire à plusieurs niveaux, hein. Ouais, c'est un peu ça. Le tarot et 22 lames majeures suffisent, et moi, je sais que quand je tire le tarot, la plupart du temps, je n'utilise que ces 22 lames majeures parce que j'ai pas besoin des autres. Et donc c'est très, très riche. Le tarot est un outil qui est très riche. C'est vrai qu'il fait peur en général, mais en fait, il faut juste prendre le temps de se plonger, dedans, et je trouve que l'auteur, le fait très bien justement parce qu'elle va se baser, sur l'imagerie du tarot pour pouvoir, faire passer, des messages. Voilà, c'est sa manière à elle de rentrer dans le tarot à travers l'image. Alors, vous trouverez aussi, un lexique de base dans l'introduction. Donc vous aurez également, alors là, je trouvais ça super bien fait, au niveau, voilà, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le corps humain et le tarot de Marseille, et elle va décrire, par exemple, tous les éléments importants à regarder dans le tarot. Donc, par exemple, la tête, mais aussi les yeux et le regard. Donc, si vous voulez, les yeux dans le tarot, le jeu des regards est extrêmement important. Voilà. Comme elle nous dit, les yeux occupent une part considérable dans l'imagerie du tarot. Ils sont indissociables du regard, de la vision, même si chacune des trois entités est un archétype à part entière. L'expression populaire avoir l'œil signifie avoir l'esprit vif, l'observateur est vigilant. L'œil voit et sait, il est figuratif de la connaissance. Une autre expression relative au monde musulman, avoir le mauvais œil, met l'accent sur la projection maléfique et négative du regard. Quant au troisième œil, il débouche sur la vision intérieure. Donc dans le tarot de Marseille, l'observation des yeux et des regards des personnages permet d'interpréter leur intention profonde. Orienté à droite, le regard n'a pas la même intention que dirigé vers la gauche. Quant au regard de face, il demande une considération spécifique. Voilà, donc tout, cet ouvrage est basé, voilà, sur, la description, enfin sur, la compréhension du tarot déjà par l'imagerie. Donc vous voyez, on rentre dans les détails, les yeux, la position des jambes, les mains,
Les jambes, si elles sont croisées, pas croisées. Si vous regardez l'empereur, il a une jambe relevée, il est à moitié assis. Si vous regardez l'étoile, c'est pareil, elle a un genou à terre. Le pendu, c'est pareil, il a une jambe qui est pliée. Donc il y a un sens, voilà, les vêtements, c'est pareil. Les vêtements de l'amoureux vont plutôt faire référence à quelqu'un qui aime paraître, nous parler de beaux habits. Si vous regardez le vêtement de l'ermite, il a son sens aussi. C'est quelqu'un qui se satisfait de peu. On est plus dans la robe de bure, etc. Vous voyez tout ce genre de choses. Alors c'est pareil, le mât, le fou, oui aussi dans le Rider Waite, mais le mât, il est habillé chichement, il part à l'aventure, il a des vêtements déchirés. Vous voyez, c'est autant de choses qui visuellement sont riches. Et voilà. Donc c'est vrai que le tarot de Marseille a quelque chose finalement de délicat à, comment dire, à refaire, à réinventer, parce que il y a déjà énormément de, de symbolisme dans la position des mains, les regards, les vêtements, etc. Donc il est déjà très très riche en soi. Donc on a également l'approche du temps et de l'espace, avec des lames qui sont rapides, d'autres lames qui sont lentes, etc. Elle vous explique tout ça. C'est pareil, les directions, si on va vers la droite, la gauche, le haut, le bas, ce que ça signifie, les postures et les animaux. Voilà, donc vous voyez, on va très très déjà dans l'introduction, dans les 34 premières pages, vous avez de quoi faire. Et je n'ai pas tout détaillé parce que la vidéo serait trop longue. C'est vraiment un livre de référence. Alors, ensuite, vous allez avoir eh bien, les 22 arcanes majeures. Alors, j'aime bien, chaque fois, il y a, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà. Chaque fois, vous avez une citation, ça j'aime bien. Donc, celle d'Hermès Trismégiste, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Une image vaut mieux que 10 000 mots, le proverbe chinois. Donc voilà, vous avez eh bien pour chaque carte ensuite, vous avez eh bien le battleur, vous avez l'image du tarot de Marseille traditionnel, hein, que vous connaissez, c'est le Grimaud ici. Donc vous avez la présentation de la symbolique du battleur. Et ensuite, on y rentre par toutes les informations. Donc, le nombre 1, s'il est masculin, féminin, l'élément qui lui est rattaché, la lettre hébraïque. La description ensuite, vous voyez, de tout ce qui se passe ici sur la table, les éléments, les vêtements. Voilà. Ensuite, on a tous les symboles avec l'eau, la coupe, l'air, l'épée, la terre, le denier. Donc, l'approche de l'astrologie. Alors, quand je vous disais que le tarot a... En fonction des auteurs, il y a beaucoup de champs, beaucoup d'approches différentes, notamment au niveau de l'astrologie. Je sais que moi, j'ai fait et je continue à faire des recherches sur le sujet. Et aucun auteur ne dit tout à fait la même chose. Donc chacun a forcément son vécu différent aussi, en fonction bien d'appui quand même, je dirais avec la loi des correspondances si vous voulez. Mais voilà, donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs approches des choses, et après, bien chacun l'utilise comme bon lui semble et comme ça lui parle personnellement, hein, voilà. L'essentiel est dans ce que l'on obtient avec. Alors, ensuite, on a ici à la fin, donc on a le battleur et la mythologie. Et ensuite, on a eh bien, les mots-clés en positif et en négatif. Voilà. Donc c'est vrai que dans l'introduction, elle parle du tirage en droit ou en vert, positif ou négatif. Voilà. Après, juste je vérifie. Ah non, c'est à la fin qu'elle en parle. Parce que j'ai d'autres choses que je ne veux pas oublier de vous dire, ce qui pourrait vous intéresser. Donc là, vous avez donc tous les arcanes majeurs, vous voyez, l'amoureux, le pendu, hop. Donc déjà, on a ici, voilà. Donc on a ici les 170 premières pages, moins les 30 d'introduction qui vont être
qui vont être spécifiques et qui vont nous présenter les arcanes majeures. Quand je vous dis que les arcanes majeures, c'est du lourd, il y a des choses dedans, et qu'on peut prédire qu'avec les arcanes majeures, je vous dis pas des bêtises. Voilà, donc en troisième partie, nous avons ici les arcanes mineures. Donc c'est pareil, vous avez l'explication par rapport aux éléments, par rapport au nombre. Je trouve que c'est très très bien fait, avec les personnages aussi, le valet, le roi, le cavalier, etc. Alors ce que j'aime bien, c'est par exemple si je prends l'épée, donc l'auteur l'aborde de manière à la fois de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a l'approche qu'on lit souvent par rapport l'approche des tarologues, hein, et il y a l'approche qui me semble plus ancienne, des arcanes mineurs qui sont liées à la cartomancie, puisque les arcanes mineurs, ce sont les cartes de cartomancie traditionnelles, avec le cavalier en plus, hein, les 56 cartes, d'accord. Donc c'est intéressant parce que par exemple, vous voyez, pour les épées, on a la partie intellect, spiritualité, ouverture au concept d'autres niveaux de conscience, dépassement. Les épées représentent le domaine du mental et de l'esprit. D'accord. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les auteurs, les, ta- les tarologues qui ont écrit des ouvrages hein, contemporains. Mais il y a aussi une analogie très forte que l'on retrouve beaucoup en cartomancie, et notamment, je crois que c'est euh, ah zut, ça me reviendra. J'ai une auteure qui me vient en tête qui l'aborde aussi, qui aborde beaucoup les arcanes mineures sous cet angle-là. C'est une approche qui est très très proche de la cartomancie traditionnelle. Donc par exemple, l'analogie au pic, etc., elle peut signifier les difficultés, les soucis, les maladies. C'est souvent à travers les épreuves, le dépassement de la difficulté que l'être évolue, vous voyez. Euh, donc je trouve ça intéressant. Alors ça, c'est pour ensuite, voilà, vous avez bien pour chaque arcane, vous avez donc le détail, la symbolique de l'histoire, une citation et ce que permet la carte, pardon. Vous voyez, pareil, en positif, en négatif. Voilà, donc je trouve intéressant parce qu'elle explique bien la symbolique des fleurs. Vous voyez, par exemple, ici on voit visuellement que les deux les deux deniers à la base qui se font face, hein, vont être le support pour aller à quelque chose qui va s'élever ici. Donc on a le triangle, on a le denier en haut, et on voit que il y a beaucoup de fleurs qui donnent de la richesse, hein, quelque chose d'important. Donc les arcanes mineurs, je trouve, ont cette force, quand on connaît la symbolique des carrés, des triangles, etc., euh, même si on ne connaît pas les nombres, vous voyez, on a ici l'évolution, le triangle, le carré qui va nous parler de stabilité. Donc ça, c'est des choses qui se sont perdues, mais qu'on retrouve quand on regarde les écrits des auteurs anciens, notamment par rapport aux formes, hein. Voilà, tout ce qui est carré, c'est plutôt stable. Ce qui est triangulaire, qui part, ou même diagonale, hein, on l'apprend lorsqu'on fait des études de graphisme. Là, on aura plutôt l'élévation et puis des choses qui bougent, vous voyez, ce genre de choses. Donc, même, je dirais, dans l'abstraction, comme ça, avec les deniers, il y a des significations très fortes, et je trouve que l'auteur, voilà, l'explique bien. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment voilà, c'est un ouvrage de référence, quoi. Il est vraiment, enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça un beau travail. Et je vous le recommande. Alors, ensuite, l'art du tarot, donc la quatrième partie, l'auteur va nous parler des tirages. Elle va vous proposer des tirages qu'elle a fait, qu'elle a réalisés. Mais au départ, donc ça c'est intéressant, elle vous explique comment
Voilà, comment faire avant de tirer le tarot. Le tarot et le temps, donc comment on peut aborder la question du temps dans le tarot. Donc, elle a sa propre vision à elle, qui n'est pas forcément la mienne ni celle d'autres auteurs, mais elle explique bien cette notion du temps. Et oui, tout à fait. En astrologie, les éphémérides permettent de situer les déplacements, etc. Et l'auteur a tout à fait raison, parce que l'astrologie permet de dater avec précision. Le tarot, c'est plus délicat, mais il y a plusieurs techniques pour le faire, et notamment, il y a un moment où vous posez la question, hein, si vous souhaitez savoir si tel élément peut se produire, etc. S'il peut se produire dans les 6 mois, par exemple, vous demandez. À ce moment-là, une fois que c'est clair dans votre esprit, vous posez la question, ben, vous aurez la réponse si dans les 6 mois ça peut se faire ou non, hein. Vous voyez, donc la formulation de la question est importante. Déjà, il faut poser une question précise, hein, pour qu'on sache où on va, ce que l'on veut, si on veut avoir une réponse précise, sinon ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, comment se repérer dans le temps. On peut très bien poser une question en lien avec le temps. Alors parfois le tarot en effet ne parle pas, elle vous explique tout ça. Voilà ce qu'il faut décider avant le tirage, si vous tirez les cartes à l'endroit ou à l'envers ou non, c'est dont je voulais vous parler. Donc il y a plusieurs manières de... Moi j'aime pas les cartes à l'endroit à l'envers, donc je tire le tarot autrement. Après c'est une histoire, voilà, de choses qu'on décide de faire avant de tirer les cartes. Après c'est chacun a son petit rituel, je dirais, ses habitudes. Alors, elle va nous parler ici du tirage en croix avec donc la technique où on fait une réduction théosophique des chiffres pour avoir la carte centrale. Alors justement, j'en ai parlé récemment dans une de mes reviews, je ne sais plus laquelle. Ah oui, si, c'est un tarot là que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Et l'auteur justement en parle de cette réduction, mais d'une autre manière, donc c'est intéressant. Donc là, vous avez pour chaque tirage proposé, vous avez des exemples. Voilà, vous avez des exemples avec les cartes et l'analyse qui a été faite par rapport à la question posée. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant. Le tirage de la coupe, donc je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a donc les traditionnels, hein, et après d'autres qu'elle a inventés. Donc je dirais que les premiers, vous avez le tirage en croix, vous avez le tirage de la coupe, vous avez un tirage ici qu'elle appelle le tirage du losange. Donc là ici, voyez, vous avez des questions précises, hein, obtenir une promotion professionnelle dans les 6 mois. Voilà, ce genre de choses. La coupe, le tirage en éventail. Et petit à petit, puis on avance dans les pages des tirages, il y en a plein, hein, tirage de l'étoile, etc. On va rentrer dans une approche qui est plus, au départ on part sur des questions qui sont plus terre à terre, je dirais, voilà, est-ce que je vais obtenir mon travail? Et petit à petit, on va aller dans d'autres notions que je trouve très intéressantes. À la fois, donc bien sûr, on a bien des choses que l'on retrouve habituellement aussi dans le tarot, c'est-à-dire le potentiel que l'on peut avoir pour faire pour certains projets. Donc dans le tirage du portrait, eh bien vous avez un peu ce genre de choses, hein. Donc ici dans l'arbre, vous avez des questions que vous pouvez poser par rapport à vos ancêtres. Je trouvais ça très intéressant. Un autre qui est plus karmique, hein. C'est le tirage... non, là on est plus le tirage de la flèche, c'est plutôt l'évolution spirituelle. Donc là vous pouvez utiliser ce tirage si vous voulez faire un tirage plutôt spirituel. Voilà. Voilà, comme son nom l'indique, le tirage à forme d'une flèche, inutile de revenir sur le symbole que vous pourrez retrouver dans l'arcane 6. 6 cartes sont nécessaires pour effectuer ce tirage, etc. Alors là, voyez, je désire faire le point sur mon évolution spirituelle. Voilà, c'était ça la question. Alors ensuite, vous avez le tirage karmique.
là qui se rapproche bien de ce que l'on peut trouver en astrologie karmique. D'ailleurs, vous voyez, on a des planètes qui sont associées. Voilà. Et chaque fois, donc, vous avez l'interprétation du tirage. Voilà. Donc voilà, vous avez ici un magnifique livre que vraiment je vous conseille. C'est un livre de référence si vous ne savez pas quoi vous faire offrir pour Noël ou pour un anniversaire. Eh bien, c'est un ouvrage qui pourrait vraiment vous intéresser si vous vous intéressez au tarot de Marseille, à la prédiction, et même pas que, à tout ce que le tarot de Marseille peut vous apporter. Sur le développement spirituel, sur beaucoup de choses, hein. Vous avez vu à travers les tirages, le tarot peut vous révéler plein de choses intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que ce livre vous aura plu. Donc il s'agit de Ombre et lumière du tarot par Carole Sédillot aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre présence, pour vos petits commentaires, vos pouces en haut, etc. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.